Donc j'espère juste que la vidéo n'est pas trop longue. Yo tout le monde, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Dimanche, je vous ai demandé de voter pour choisir une vidéo et aujourd'hui j'ai choisi de vous faire la vidéo historique sur Bruxelles. Vu que Laurie habite à Bruxelles depuis 2 ans, j'ai eu la chance quand même d'y venir plusieurs fois et d'aller dans plusieurs musées. Bon, vu que dans les musées je prends pas souvent des notes, pour cette vidéo j'ai utilisé quand même Internet. Donc on va attaquer directement l'histoire de Bruxelles. La première fois qu'est mentionnée Bruxelles, c'est dans une chronique du 7e siècle où l'on dit qu'un évêque est tombé malade et est mort à Brocéliande. Pour qu'un évêque, un gars qui pèse quand même pas mal, meure dans une ville, il fallait quand même qu'elle soit un peu reconnue, réputée. C'était pas qu'une simple bourgade. La ville s'est sûrement développée, selon les archéologues, déjà durant l'Empire romain. En effet, on a retrouvé des quais au bord de la Seine. La Seine, S-E-N-N-E, on est à Bruxelles, on n'est pas à Paris ici. Il y avait d'ailleurs même une Via Romana qui traversait la ville, comme quoi même à Bruxelles, tous les chemins mènent à Rome. Mais Bruxelles, qu'est-ce que ça veut dire Bruxelles? Eh bien, ça a un sens. En effet, Bruxelles est constituée de 2 mots germaniques. Bruck, qui veut dire marais, et Sel, qui veut dire chambre ou maison. Donc on peut déduire que Bruxelles voulait dire maison ou château marécageux. En effet, le bassin de la Seine était alors très marécageux. Mais d'ailleurs, la ville est toujours située dans ce bassin de la Seine, donc la ville, dès le 7e siècle, commence à se développer, évidemment. L'autre jour, dans mon tour à vélo, je vous ai parlé de Saint-Michel, qui est le saint patron de Bruxelles. Pourquoi? Eh bien, un peu à cause d'une histoire de fesses, si on veut. Le comte de Louvain a décidé de piquer comme ça, d'enlever la fiancée de son père, Henri Ier, qui est le premier duc du Brabançon. Mais bon, Henri Ier chope son fils, il le met au cachot et il le condamne à mort. Lambert II, comme il s'appelle, le fils, ne voulant pas mourir, va implorer l'archange Saint-Michel. En l'invoquant, Saint-Michel va lui favoriser une fuite providentielle. Lambert II, qui était le gouverneur de la ville, va décider de construire une église en l'honneur de Saint-Michel. Il proclame l'archange de l'Apocalypse saint patron de la ville et fait ériger une église. Maintenant, à la place de cette église, il y a la cathédrale Sainte-Gudule et Saint-Michel. Mais construire une cathédrale, ça coûte des sous. Et comment Bruxelles a réussi à gagner des sous? Je vais vous l'expliquer. Au Moyen-Âge, la cité s'agrandit sur 3 sites. D'abord la colline du Mont-Froid. L'île de Saint-Géry, c'est une île naturelle donc qui offre protection aux habitants, ainsi que le port au bord de la Seine est une véritable machine à sous. En effet, on peut y faire du commerce. Et Bruxelles commence à développer l'industrie, si on peut appeler ça de l'industrie, du textile. Et donc elle devient de plus en plus reconnue en Europe comme une ville qui produit de très bons textiles. Et en plus, grâce à la Seine, on peut transporter beaucoup de marchandises et assez rapidement. Bruxelles, à peu près dès le Xe siècle, est brabançonne. Et un peu plus tard, elle sera rattachée au Saint-Empire germanique. Henri Ier va construire sur le Mont Froid, ou Koudenberg en flamand, un château. Les relations entre le Saint-Empire germanique et le duché du Brabançon sont super bonnes. L'empereur du Saint-Empire va laisser quelques libertés et quelques privilèges au duc. Comme ça, Bruxelles va pouvoir se développer tranquillou dans son coin. Et donc, Bruxelles va être gérée par les familles puissantes de la ville et évidemment par un duc, c'est un duché. Au XVe siècle, le Brabant devient bourguignon, grâce à Philippe le Bon. La ville devient la capitale des Pays-Bas bourguignons. Mais son fils va tout gâcher. C'est le gars qui va s'attaquer aux Suisses, notamment à la bataille de Morat. Il avait entre 10 000 et 15 000 hommes, les Helvètes, eux, étaient 1500. Eh bien, il y a eu 10 000 victimes du côté des Bourguignons, parce que les Suisses ne voulaient pas faire de prisonniers. Ça fait mal, hein? Succès au fils de Philippe le Bon, Marie de Bourgogne. Mais elle meurt après une chute à cheval. Dommage. Elle s'était déjà mariée avec Maximilien d'Autriche. C'est un Habsbourg. Et son petit-fils, eh ben c'est Charles Quint. Charles Quint, lui, va devenir, avec le jeu des alliances, un gars qui pèse un max. Il va faire de Bruxelles the place to be. Il est empereur d'Allemagne, roi des Espagnes,
roi de Naples et de Sicile et de Jérusalem, duc de Bourgogne. Son royaume s'étend jusqu'aux nouvelles colonies. Et donc, grâce à lui, tout le monde va venir à Bruxelles, comme Erasme ou Mercator. D'ailleurs, le palais de Coudenberg, on peut toujours le visiter, même s'il a brûlé au XVIIIe siècle. Bon, c'est dans des catacombes, c'est cool à observer, mais là, on peut voir encore les restes de la salle du trône de Charles Quint. C'est une salle damée de noir et de blanc. Quand Charles Quint abdique pour son fils, tout va pas bien se passer. Bah ouais. Il y a plusieurs guerres et batailles qui font rage, surtout dues au nouveau courant religieux, le protestantisme. Même si un temps Bruxelles est protestante, elle sera assez rapidement reprise par les Espagnols. Après cette période, l'Espagne donne une indépendance à un territoire qui ressemble, à peu de choses près, à la Belgique actuelle. Bruxelles redevient prospère. Louis XIV, qui veut étendre son grand royaume, qui rayonne partout en Europe, va s'attaquer à Bruxelles et bombarder la ville. Il décide de bombarder la ville et ça va quasiment toute la détruire. Mais bon, comme le phénix, Bruxelles va renaître de ses cendres, ce qui va donner lieu, par exemple, à la construction de la Grand Place. Cette magnifique place que je vous ai déjà montrée durant la balade à vélo, c'est un des joyaux de la ville. Ensuite, le pouvoir de la ville et du territoire va passer des mains des Habsbourg d'Espagne aux Habsbourg autrichiens. C'est à cette époque que le palais de Coudenberg est ravagé par les flammes. On va reconstruire alors, on va réaménager la place royale, le jardin royal, qui trône encore maintenant sur le Mont-Froid. Aussi, à cette époque, l'empereur d'Autriche ne veut plus trop que la ville soit indépendante. Les nobles qui sont sur place, qui dirigeaient déjà la ville depuis déjà quelques siècles, ne sont pas très d'accord. La Flandre aussi se rebelle. Des miliciens s'unissent, combattent les Autrichiens. On arbore alors 3 couleurs sur l'hôtel de ville, le noir, le jaune et le rouge. Ils parviennent alors à chasser les Autrichiens de la ville. On proclame alors l'indépendance des États Belgiques unis. Mais bon, c'est de courte durée car l'empereur d'Autriche s'empare à nouveau du territoire. En effet, en 1789, lors de la Révolution française, les révolutionnaires vont se faire de nombreux ennemis. Donc, les Autrichiens qui sont toujours présents sur le territoire ici en Belgique vont être chassés par les armées révolutionnaires, qui sont au début bien accueillis. Mais bon, les gars commencent à piller les églises, et là, les Bruxellois, ils sont pas très contents. On acclame même le retour des Autrichiens qui réussissent de nouveau à reprendre le territoire. Donc les nobles sont de nouveau contents. Sauf que les Autrichiens se font de nouveau chasser par les Français. Les Français vont se réinstaller à Bruxelles et vont asseoir leur supériorité. Tous les privilèges de la noblesse seront supprimés, comme le veulent les révolutionnaires, et on va réduire aussi le territoire de la ville. Bruxelles va devenir alors le chef-lieu du département de la Dyle. Bruxelles a donc été française. Sous Napoléon, Bruxelles croît avec le textile et la chimie. Le blocus de l'Angleterre va avoir un très grand impact sur la production de textile et donc sur les rentrées d'argent. Mais bon, avec la défaite de Waterloo, c'est de nouveau la S pour Bruxelles. Bruxelles devient capitale avec la haie, cette fois-ci du Royaume-Uni des Pays-Bas. Mais le roi étant accusé de favoritisme pour les Flamands et surtout d'imposer le néerlandais à tout le royaume, ça fait jaser quand même. Donc en 1830, c'est la Révolution. Elle débute à Bruxelles et va se propager dans tout le territoire. Même si l'indépendance du pays et de la ville est reconnue par le traité de Londres, le roi des Pays-Bas n'en démord pas. Et lui, il veut reprendre la ville. Léopold Ier, à ce moment, prête serment de fidélité à la Constitution le 21 juillet 1831. C'est une constitution qui est très libérale pour l'époque. Et maintenant, Léopold Ier porte le titre de roi des Belges. La Belgique est neutre, donc suite au traité de Londres, et Léopold va demander l'aide des Français et des Anglais pour se débarrasser gentiment des Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas se retirent, ils ont un peu les chocottes, mais Anvers subira une petite vengeance. En effet, elle sera détruite par les canons des Pays-Bas. Pas cool. Donc, dès 1830, Bruxelles commence à s'industrialiser.
La ville est aux mains de la bourgeoisie francophone. Le libéralisme est très présent dans la nouvelle capitale, du fait des ligues maçonniques qui sont contre l'Église, l'Université libre de Bruxelles et la bourgeoisie éclairée. Le 19e siècle va permettre à la ville de se parer de magnifiques monuments. Je pense notamment au parc du Cinquantenaire avec son arc de triomphe, le palais de justice ou le palais royal. Les communes voisines, accolées de Bruxelles, commencent à s'agrandir, surtout depuis que le Congo appartient au roi des Belges. Les Belges ont commencé à faire affaire avec le Congo en le pillant un peu. Il y a beaucoup de mines d'or, de mines de pierres précieuses. Et chacun, vu que tout le monde s'enrichit, va construire des maisons individuelles. Et ces maisons, elles sont assez reconnaissables parce que chacune est d'une largeur fixe de 9 mètres et à chaque fois, c'est des parcelles. Au XXe siècle, Bruxelles est occupée durant la Grande Guerre par les Allemands qui vont déporter des travailleurs forcés. Et oui, durant la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles est de nouveau prise par les Allemands qui vont faire des rafles, comme le témoignent certains pavés dorés qui sont dans la ville. Aussi, il faut savoir que à Bruxelles, on parle beaucoup le français. Eh bien, on parle le français pour plusieurs raisons. Déjà, la bourgeoisie se francicise, si on veut bien. Il y a quand même beaucoup de Français qui vont immigrer à Bruxelles. Et aussi, il y a un peu un manque de considération pour le néerlandais. Parce que le français est une langue de culture, c'est une langue utilisée pour le commerce. Alors que le néerlandais, pas du tout. Donc Bruxelles, maintenant, est au centre de 19 communes. C'est l'épicentre de la région Bruxelles-Capitale actuelle. C'est donc une région qui est bilingue, aux deux autres régions qui sont soit germanophones ou francophones. Du fait de son histoire et de sa population multiculturelle, Bruxelles maintenant accueille le siège de la communauté européenne et de l'OTAN. D'ailleurs, quand on se balade dans Bruxelles, on peut voir que la ville a toujours été un foyer d'échange. On peut y croiser des gens de tous bords et de toutes origines. Donc voilà, j'ai essayé un peu de parler d'histoire. C'est vrai que j'ai peut-être un peu effleuré certains sujets. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Dites en commentaire s'il faut que je refasse des vidéos historiques. Donc j'espère juste que la vidéo n'est pas trop longue. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Maurice. C'était Maurice.